Nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas. Seul l'intérêt supérieur de la nation prime et l'armée est une institution dont l'honneur, la dignité et l'esprit de sacrifice constituent les vertus sacrées. Un organe de transition sera mis en place avec toutes les composantes qui seront arrêtées par large consensus et pour une durée qui sera également précisée. La nation zambienne rend hommage à son président Michael Sata au centre de conférence internationale Munungushi. La veuve Christine ainsi que d'autres membres de la famille éplorée et les responsables de tous ordres, avec à leur tête le vice-président Guy Scott, sont sortis nombreux saluer la mémoire de celui qui est surnommé le roi Cobra pour son punch et son franc-parler. Dehors, de longues files d'attente se sont formées devant le centre des congrès où la dépouille du président est exposée. Le public est aussi autorisé à rendre hommage au défunt président. Oui, je suis le premier citoyen zambien, le premier visiteur public venu voir le corps de mon chef d'État chéri, le défunt Michael Sata. Je suis venu ici hier autour de 21h et tout ce que je voulais, c'était le voir en premier. Donc je suis resté ici du début à la fin pour garder ma première place. Michael Sata sera enterré le 11 novembre prochain au cimetière d'Embassy Park, en face des bureaux du gouvernement, dans une tombe réservée au chef d'État zambien. Cette nouvelle déclaration du lieutenant-colonel Zida laisse penser qu'un civil pourrait prendre la tête de la transition. Elle intervient alors que les États-Unis ont appelé ce week-end l'armée burkinabé à transmettre immédiatement le pouvoir aux autorités civiles. L'organe de transition lui-même sera dirigé par une personnalité consensuelle, désignée par tous les acteurs de la vie nationale. Maintenant, le Burkina Faso sait compter sur vous, sur les pays frères et amis, toute la communauté internationale, pour lui témoigner justement en ce moment-là toute son amitié et toute sa solidarité. Le nouveau chef de la transition a encore poursuivi ce lundi ses consultations avec les forces politiques et la communauté internationale à Ouagadougou, où le calme est totalement revenu après l'intervention musclée de l'armée qui a chassé ce dimanche les manifestants des locaux de la télévision publique et de la place de la Nation, rebaptisée place de révolution et épicentre de la contestation. La situation au Burkina Faso était également au cœur d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce lundi à Addis Abeba. Dans les rues de la capitale Ouagadougou, la circulation avait repris normalement ce lundi matin avec l'habituel balai des mobylettes. Le grand marché, centre névralgique du commerce fermé depuis 6 jours en raison des événements, a rouvert ainsi que les banques. Les écoles qui avaient fermé leurs portes depuis le 27 octobre à cause de la situation tendue ont également rouvert. La France, ancienne puissance coloniale et premier bailleur de fonds du Burkina Faso, ne s'est pas exprimé depuis 48 heures, mais suit de près les événements. Les pays africains, dont les chefs d'État envisageaient comme Blaise Compaoré de modifier leur constitution pour se maintenir au pouvoir, sont restés silencieux. Loin de cette confusion, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré jouit d'un refuge doré à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, voisine dirigée par son ami Alassane Ouattara, où il est logé depuis vendredi dans une luxueuse résidence d'État. L'attaque a eu lieu dans le nord-est du Nigeria à la fin d'une procession de l'Ashura, commémorant la mort de l'imam Hussein, l'une des figures parmi les plus respectées du chiisme. Une vingtaine de personnes y a été tuées et plus d'une cinquantaine blessées. Plusieurs autres personnes auraient trouvé la mort quand l'armée a ouvert le feu en représailles à cette attaque. Une attaque attribuée aux insurgés islamistes sunnites de Boko Haram qui opèrent souvent dans cette région du Nigeria. Ces mêmes insurgés sont soupçonnés d'avoir attaqué dimanche une prison du centre du pays. Sur les 145 détenus qui y étaient retenus, les autorités pénitentiaires n'ont pu en capturer que 8. 4 se sont rendus, 1 a été tué, alors que 132 autres ont réussi à s'évader.
Des sommités du système des Nations Unies et celle de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, après un premier rendez-vous manqué. La rencontre de Cotonou, pour beaucoup, sonne comme la rencontre de tous les espoirs. L'occasion rêvée pour un diagnostic sérieux et approfondi du système sanitaire du continent, mais aussi des réflexions pour des solutions africaines à l'épidémie à virus Ebola. À la date du 31 octobre, plus de 13 000 personnes ont été touchées et près de 5 000 décès ont été enregistrés. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui vont croissant au fur et à mesure que les jours passent. Cette épidémie nous a tous surpris par son ampleur et son étendue. En outre, c'est la première fois que l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola frappe de façon intensive l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, la République fédérale du Nigeria et la République du Sénégal ont pu contenir l'épidémie dès le début et l'OMS a déjà déclaré la fin de l'épidémie dans ces deux pays. Des résultats qui rassurent que dans une nation concertée, la riposte idéale peut être apportée à l'épidémie. Outre ce mal, la rencontre de Cotonou aura par ailleurs à se pencher sur, entre autres mots, les maladies tropicales, l'hépatite virale. En dépit des multiples défis auxquels la région africaine est confrontée, la mortalité infantile est passée de 80 à 63 décès par 1000 naissances vivantes. Des prouesses sur ce plan et bien d'autres encore que l'OMS voudrait maintenir et améliorer sans discontinu. Mais en dépit des progrès considérables, environ un enfant africain sur 9 meurt avant son 5e anniversaire à cause de maladies évitables ou curables, constate Raphaël Sindai, le directeur de Save the Children pour le Mali et la Guinée. Là-dessus, les regards sont tournés vers les chefs d'État africains quant au respect de l'accord d'Abuja. Allouer 15% des budgets nationaux à la santé en général et à celle de la petite enfance en particulier pour sauver des millions de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans. Les combats se sont poursuivis ce mardi à Muzambe, Mayangos et Toubameme entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles ougandais. Selon les sources proches des forces armées de la RDC, le bilan fait état de 3 morts, dont un officier et 2 morts parmi les assaillants. Aucune source militaire n'était joignable dans l'immédiat pour réagir, mais un haut responsable de la mission de l'ONU, la MONUSCO, a confirmé sous anonymat la reprise des combats. Ce lundi déjà, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, avait annoncé qu'il y avait eu contact entre l'armée et les rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées, dans la périphérie de la ville de Beni, à l'intérieur du parc national de Virunga. Du 2 octobre au 2 novembre dernier, les massacres successifs des ADF dans différentes localités du territoire de Beni ont coûté la vie à environ 120 personnes et poussé des milliers de familles à fuir, a recensé la société civile du Nord Kivu, appelant le président Joseph Kabila à instaurer l'état d'urgence. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, une trentaine de personnes a été massacrée à Beni, important carrefour commercial de 500 000 habitants. 11 autres ont été tués dans la nuit de samedi, quelques heures après le départ du président qui avait promis vaincre l'ADF. Hostile au président ougandais Yoweri Museveni, l'ADF est active depuis 1995 dans une région montagneuse du territoire de Beni où elle commet des exactions, massacres, enrôlements forcés et pillages contre les civils et se livre à de lucratifs trafics dont celui de bois. L'armée congolaise et la MONUSCO ont lancé depuis janvier dernier une série d'attaques qui ont affaibli l'ADF. Celle-ci a toutefois conservé une capacité de nuisance et repris l'initiative depuis la mort brutale en août dernier du général Jean-Lucien Baouma, chef des opérations de l'armée congolaise. L'officier subit une forte pression internationale, notamment de la part de ses principaux alliés, Washington et surtout Paris, qui est enfin sorti de son silence pour exiger dans la nuit du lundi au mardi un transfert rapide du pouvoir aux civils. Le lieutenant-colonel Zida, entouré d'une demi-douzaine de militaires, a rendu visite ce mardi au Mogonaba, chef très respecté de la plus importante communauté burkinabé, qu'il a reçu avec à ses côtés l'archevêque Philippe Ouedraogo et l'imam Sana, le chef de la communauté musulmane.
Les militaires disent qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Notre souhait est qu'ils puissent le faire au bon moment pour éviter au pays les sanctions de la communauté internationale. Nous les exhortons à respecter la parole donnée et à travailler à préserver la paix au Burkina. C'est le souhait du peuple. Que Dieu les accompagne et qu'il les protège dans leur mission. Accompagné de sa garde militaire, il s'est engouffré dans un gros 4x4 noir sans faire de commentaires après l'entretien. Le lieutenant-colonel Zida devrait rencontrer ce mardi le président du Conseil constitutionnel. Ce dernier ne s'est pas exprimé depuis le début de la crise, en dépit de l'annonce par l'armée vendredi de la suspension de la Constitution et de la dissolution de l'Assemblée nationale. L'opposition, qui rencontrait de son côté les représentants de la médiation tripartite conduite par l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine, s'est contenté d'une déclaration prudente, évoquant un certain nombre de concertations en cours sur la mise en place d'un régime de transition. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a déclaré qu'il faut voir quel modèle est adapté à la situation et au contexte. L'opposition a exigé ces derniers jours que la direction de la transition revienne à un civil, mais ne semble pas opposée à ce que des militaires participent au nouvel exécutif. C'est un délai habituel dans leur système de travail. Ce sont des institutions qui ont des règles. Bon, mais il est clair que c'est aussi une situation où le dialogue politique peut permettre de prendre en compte le caractère exceptionnel de certaines situations. Travaillons déjà pour respecter ce délai. Si on n'arrive pas, eh bien on leur dira qu'on ne peut pas et peut-être qu'ils comprendront. De son côté, l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, réagissant pour la première fois aux événements, a signalé sa totale disposition à travailler avec les autorités de la transition. Fin du suspense. Le challenge s'est tenu entre les représentants de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la RDC, du Bénin et du Botswana. Et pour la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique, le flambeau revient à la représentante du Botswana, Dr Matshidiso Rebecca Moeti. Mon première priorité, c'est de vraiment travailler avec tous les États membres africains, tous les 47 pays avec qui nous travaillons dans cette région africaine. Deuxièmement, nous allons travailler étroitement avec eux pour améliorer le statut des systèmes de santé africains. Parce que c'est à travers de ce système que les gouvernements sont capables de libérer les services, soit de prévention, qui est très très important, mais aussi de services curatifs pour toutes les maladies dont souffre la population. Donc ça sera ça mon première priorité. Nous allons faire une forte plaidoyer pour que le secteur de santé en Afrique soit mieux financé par les États membres eux-mêmes, mais aussi par les partenaires internationaux. Ça, c'est la base de tout ce que les États membres vont essayer de faire. C'est donc la première fois qu'est élue à ce poste une femme. La nouvelle directrice ne prendra service qu'en février, après que le conseil de l'organisation a entériné en janvier 2015 les résultats de cette élection. C'est alors qu'elle pourra exercer sa fonction pour les 5 suivantes années.